Bonsoir à tous, merci d'être parmi nous ce soir. Bienvenue à notre deuxième conférence de la série Ce que les monstres ont à nous dire, que nous avons imaginé avec les conservateurs Léa Mosconi et Henri Bonny dans le cadre de la White Week 2026. Cette série de la White Week concerne la figure du monstre en architecture, comment le monstre peut aider à concevoir avec l'altérité, avec la rencontre, et elle aura lieu du 26 au 30 janvier 2026. La troisième conférence de cette série aura lieu le 13 janvier avec le philosophe Emanuele Coccia. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Léa Hobson. Léa Hobson est architecte, scénographe, militante écologiste franco-anglaise. En octobre 2025, elle publie son premier livre, Désarmer le béton, réhabiter la terre, aux éditions La Découverte. Face à une architecture standardisée qui bétonne les sols, uniformise les villes et efface les savoir-faire, Léa Hobson développe et valorise une approche en totale opposition où l'architecture devient un acte de résistance. Son parcours professionnel varié, son engagement lui ont permis de développer une pratique contextuelle inspirée des ressources locales et de l'environnement paysager et bâti dans lequel un projet s'insère, et une appréhension sensible des espaces et des communautés avec lesquelles elle travaille. Elle attache une importance particulière à l'existant et travaille dans de nombreux projets de réhabilitation, de rénovation et de diagnostic de bâtiments existants, et notamment avec la pratique du réemploi. Elle a collaboré et elle collabore avec des collectifs d'architecture en France et à l'étranger, comme le Encore Heureux, l'INAR Atelier et 45 Degrees. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais commencer en remerciant Alice Grégoire et les étudiants et étudiantes qui travaillent avec elle, Colombe Rigaud, Louane Mareux, Théodore Olarue, d'avoir avec nous construit ce cycle de conférences, et remercier les services de l'école qui participent à faire en sorte que ces conférences se passent dans des bonnes conditions. En fait, la figure du monstre, on a voulu, avec Henri Bonny, l'interroger pendant cette semaine de White Week par le biais d'une réflexion et d'une accumulation de matière. Cette accumulation de matière, elle se fait par le biais de ces trois conférences, elle se fait par le biais d'un petit colloque qui va commencer la semaine de la White Week, et ensuite, donc accumulation de matière, on va avoir un workshop qui va être encadré par une douzaine d'enseignants. Donc vous connaissez peut-être le travail de certains. Il y aura Mathias Rollo, Gianno Nanner, Margot Darieux, Frédéric Moquet et bien d'autres. Et donc on va travailler à partir du film pour enquêter cette figure étrange qui est celle du monstre et voir ce qu'elle peut nous raconter sur l'espace, sur le territoire, sur l'architecture et sur une autre manière peut-être d'appréhender leurs enjeux. On a décidé de regarder cette figure du monstre pour trois raisons. Et de manière un petit peu peut-être littérale, on a construit ce cycle autour de ces trois raisons. La première raison, c'est qu'il nous semble que la figure du monstre, elle échappe à notre contrôle, elle échappe à notre entendement et elle échappe à nos conventions. En quelque sorte, elle transgresse la normativité à l'œuvre. Et cette question de la transgression, on va l'aborder donc lors de la dernière conférence avec le philosophe Emanuele Coccia, et on va tenter ensuite de la mettre au travail dans le cadre du workshop. On a interrogé la figure du monstre parce qu'il nous semble que le monstre, c'est aussi ce qui nous est différent. C'est ce que Deleuze dirait, le monstre est une figure ambivalente de l'altérité. Ça nous engage à réfléchir à comment on cohabite avec celle ou celui qui nous est différent. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a interrogé il y a 2 semaines avec le studio Ossidiana et la conférence d'Alessandra Covini. Et enfin, le monstre, le monstrueux, la monstruosité, c'est ce qui nous semble être généré par le dysfonctionnement d'une société. C'est ce dont on hérite avec embarras. Et il nous semblait que c'était un sujet qui faisait écho particulièrement, un écho avec fracas au livre que vient de sortir, au très beau livre, très intéressant livre de Léa Hobson, Désarmer le béton, parce que le béton, quelque part, c'est une sorte d'emblème de la modernité, c'est une sorte d'emblème du capitalocène. Et j'ai mis une citation que j'étais censée vous lire si j'avais avec moi le livre que j'ai laissé là-bas de Léa, mais c'est pas grave, page 8, je le dirai à la fin, c'est pas grave. Et donc,
Le béton, c'est cet héritage encombrant. Et il nous semblait que plonger, faire une grande traversée dans le livre de Léa, ça nous permettait de regarder dans sa complexité, dans ses enjeux politiques, dans ses enjeux matériels, dans ses enjeux sociaux, ce monstre dont on hérite. Je voudrais juste terminer en remerciant extrêmement chaleureusement Léa qui nous fait la joie et l'honneur d'être avec nous pour présenter son livre et pour nous donner une matière qui, j'en suis sûre, sera très riche pour débattre et puis pour le workshop. Merci beaucoup. Ah, excusez-moi, j'oublie une chose. On a mis en place un petit dispositif avec Henri Bonny. En fait, pendant le workshop, les étudiants de la White Week seront avec des binômes d'enseignants et dans la nef, on accumulera la matière qui petit à petit se construit. Et donc, on s'est dit que cette matière, on la construit nous, vous la construisez vous, les enseignants la construiront. Et donc, là, on a cette conférence et on s'est dit qu'une modalité de restitution qui pourrait être intéressante, c'est une modalité, ce serait le dessin. Et donc, on vous donne des sortes de petits livrets et on vous propose de faire une restitution dessinée de la conférence avec un titre, 1, 2, 3 ou 4 dessins, votre nom et après chaque conférence, on affichera dans la nef l'ensemble des dessins, du colloque aussi, et donc on construit comme ça ensemble cette matière. Merci. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je vais pas me représenter parce que j'ai une super introduction. Et effectivement, alors moi j'ai décidé ce soir de parler de cette thématique du béton et de pas forcément parler de mon parcours ou de différents projets sur lesquels j'ai pu travailler, parce que c'est vrai que ce livre, ça fait plus de 4 ans que je travaillais dessus et ça représente plusieurs années d'enquête. Des années de travail et aussi des années auprès de différentes associations et collectifs d'habitants et militants qui m'ont amené à rentrer vraiment dans cette matière-là et dans tout ce qu'elle constitue, tant dans son héritage que dans son impact et ce qu'elle fait à nos vies. Alors, dans mes petites recherches, je suis tombée sur cette image qui représente, c'est des divinités de Mésopotamie antique, et c'est un combat entre deux divinités qui sont Tiamat, qui est cette figure ailée, qui est la déesse du chaos, et Marduk, qui est le dieu de l'ordre cosmique. Et donc il y a un combat entre ces deux dieux et à l'issue de ce combat-là, Marduk va tuer Tiamat et va créer l'univers à partir du corps de Tiamat. Et donc je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'on a vraiment cette double figure du monstre, où d'ailleurs on ne sait pas en fait en regardant cette image qui est vraiment le monstre. Et donc je suis partie un peu de cette double figure dont tu parlais. Et en fait, c'est mine de rien un peu aussi ce qui a porté moi mon travail de recherche avec cet ouvrage que j'ai écrit. C'était quand même cette première idée de comment est-ce qu'on va pouvoir faire face à ce sentiment d'impuissance face à ce gros monstre qui a bétonné nos vies et en tant qu'architecte dont on n'arrive pas à se passer. Et donc ce qui est intéressant dans l'histoire des monstres, que j'ai pas non plus étudié en profondeur, mais il y a quand même quelques grandes histoires où à chaque fois ce qu'on voit, c'est que la façon de faire tomber un monstre, c'est souvent de cibler ou une partie très précise de son corps, ou d'être assez rusé pour taper des points qui vont, ses défauts ou quelque chose qui va l'affaiblir, même quand on est tout petit. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant,
c'est d'arriver à se dire, en fait, il faut identifier différents points faibles d'un monstre, en tout cas d'une de ces figures de monstre, et de pouvoir toucher à plusieurs endroits. Alors le béton, donc pour l'appréhender, c'est assez important de pouvoir comprendre de quoi le béton est constitué et comment il est fait. Et puis ensuite je vais dérouler, revenir un peu sur son héritage, mais pour comprendre de quoi on parle, il faut comprendre voilà, ce qui constitue cette matière-là. Donc pour faire du béton, il faut du ciment. Et donc là, moi, je parle du béton de ciment et du béton de ciment armé. Il faut du ciment, il faut du sable, du granulat, de l'eau et des adjuvants. Et donc l'élément phare du béton, c'est le ciment, qui est aussi l'ingrédient, on va dire, le plus problématique, mais aussi celui qui a fait la grandeur des infrastructures et des architectures qu'on connaît. Donc il y a des petits chiffres qui ponctuent quelques de mes pages de présentation. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que voilà, le ciment, c'est que 11% du volume du béton, pourtant c'est 89% de son impact carbone. Voilà, petite parenthèse. Et donc, alors, si on balaye un tout petit peu l'héritage de ce monstre, de ce géant, du béton, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un matériau qui, en tout cas, ce qui constitue le béton, donc c'est un mélange d'un liant et ensuite de granulats. Et donc c'est un matériau qui remonte, enfin ce mélange-là remonte à l'Antiquité romaine, où il y a toujours des ouvrages qui sont toujours debout, qui tiennent debout, et ce sont des ouvrages qui ne sont pas armés. Donc on a du béton brut, qui n'est pas armé. Et l'armature d'acier, elle arrive à la révolution industrielle, et donc à la suite de grandes découvertes par toute une série d'ingénieurs, chimistes, qui sont aussi devenus des entrepreneurs. Et c'est vraiment à la suite d'une pluie de brevets multiples que le béton passe d'un matériau presque à un produit, quoi, où on commence à commercialiser ce matériau-là. Et donc ça permet une quantité d'ouvrages, de barrages, à des ponts. Donc ça commence vraiment avec des grandes infrastructures. Et donc voilà, et on voit, il y a beaucoup d'architectes qui sont aussi en lien avec des ingénieurs, voire qui sont eux-mêmes ingénieurs, font partie de bureaux d'études. Donc ça, c'est un peu, on va dire, son passé historique. Il y a aussi donc tout un héritage dont on parle peu. Il faut imaginer que ce matériau-là, c'est vraiment un matériau occidental, quoi. Donc les entreprises dont je parle, les ingénieurs dont je parle, ce sont des ingénieurs et des entrepreneurs anglais, américains et français, et donc qui ont fondé des grandes entreprises familiales et qui se sont implantés un petit peu partout dans le monde. Et c'est voilà, à l'époque des colonies françaises, où notamment en Afrique du Nord, il y a un certain nombre de grands cimentiers qui vont construire et implanter des cimenteries. Et voilà, ce qui est aussi intéressant quand même de noter, c'est qu'à l'époque, les seules constructions en béton sont les constructions, les maisons des ingénieurs, qui à l'époque étaient dits ingénieurs coloniaux. Donc ça, c'est quand même voilà, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est à l'origine un matériau qui est très occidental et qui s'est répandu absolument partout, tant dans ces infrastructures, donc là je parlais des cimenteries, mais aussi dans l'acte de bâtir. Ça a été un moment où en fait les modes constructifs locaux étaient complètement effacés, dénigrés, au profit de l'architecture du béton, qui était pensée comme le matériau du progrès et du modernisme. C'est ensuite donc ce qu'il faut comprendre, et pour replacer aussi un petit peu ce matériau-là dans l'histoire, c'est que ça a été quand même un matériau qui a permis la reconstruction grâce à des procédés de standardisation.
qui était inspiré de comment on construisait en pierre. Donc c'était vraiment à un moment considéré comme de la pierre, avec le développement de machines qui permettaient de faire des blocs de béton, des agglos, du parpaing. Et qui ont permis de construire massivement des logements après la Seconde Guerre mondiale, et donc d'avoir une forme de standardisation tant dans l'objet du parpaing que dans l'objet fini qui va être des maisons ou des immeubles. Et du coup, découle de ça aussi une certaine uniformisation et standardisation de l'urbanisme. Et alors là, on a ce monstre de la ville, qui, on va dire, l'ombre de ce monstre de la ville qui est un peu qui commence à arriver. Et donc j'ai une petite référence à ce film de Fritz Lang qui est quand même en 1927, donc on est bien avant les années 60, donc l'image qui était juste avant de ces quartiers résidentiels, sur un film qui présente un futur complètement dystopique, avec qui est très intéressant aussi d'un point de vue de la lutte des classes, mais d'une ville qui est entretenue par les travailleurs, et avec toute une robotisation du travail, mais aussi de la ville, et comment cette ville engloutit les corps et nos façons de se déplacer, de vivre. Et donc c'est une référence que je trouve assez intéressante. Alors il n'est pas question de béton à proprement parler, mais c'est une référence qui est très intéressante sur cette notion de la ville du futur, et de nos rapports à la question de l'habiter et de la lutte des classes. Et donc pour revenir à la question des villes, à ce moment-là, il y a aussi une figure qui a été longtemps une référence architecturale, et qui est une référence dans l'architecture moderne, mais qui peut aussi être critiquée, avec cet usage du béton, justement, pour pouvoir repenser entièrement l'aménagement des villes, et accessoirement effacer tout un pan de l'histoire. Donc là, c'est le plan voisin de Le Corbusier, qui avait donc ce projet de raser tout le centre de Paris pour pouvoir penser la ville autrement, avec des tours et d'autres façons de se déplacer. Et donc ça fait partie aussi de tout cet héritage du béton, parce qu'en fait, voilà, sans le béton, ce genre de vision futuriste de la ville, mais aussi de comment on traite les corps, n'aurait pas pu être, quoi. Et donc là, ça c'est les barres de logement dont je parlais. Il faut replacer ça dans un contexte de reconstruction de l'après-guerre, de vague de l'immigration aussi, et de repenser une question de densité de ville, donc d'un besoin de loger les gens en ville, et de tous ces quartiers qui aujourd'hui font partie de l'histoire du béton et du patrimoine architectural, qui est quand même important pour comprendre comment on a pensé la question du logement, les quartiers. Et donc il y a aussi ce que le béton a laissé, c'est tout un héritage esthétique. Donc c'est un matériau qui a permis et qui permet des architectures avec des formes qui repoussent tout ce qu'on peut imaginer, que ce soit dans des grands porte-à-faux qui ont libéré un certain nombre de contraintes structurelles, et donc de pouvoir dégager des grands espaces avec cette notion de l'espace vide, de la liberté. Et voilà, donc c'est important
de noter toute cette forme, toutes ces différentes formes de ce que ce géant de ce matériau constitue, qui donc est quand même un héritage qui est très varié. Pour autant, ce qui s'est passé, donc après en tout cas cette vague brutaliste qui a quand même exploré différentes formes, que ce soit la courbe, que ce soit le porte-à-faux, comme j'ai pu dire, on voit aujourd'hui qu'il y a quand même une certaine forme d'uniformisation qui s'est opérée à l'échelle mondiale. Et là, je suis dans on va dire une temporalité beaucoup plus contemporaine, mais de comment aujourd'hui on se retrouve avec des villes qui se ressemblent, et que ce soit des villes, si on compare juste des villes en France, mais même à l'étranger, on se retrouve avec des espaces construits qui répondent à une forme d'uniformisation avec un modèle qui est calqué et qui est le même, voilà, qu'on soit à Nantes, à Lyon, à Londres ou dans d'autres villes du monde, qui sont centrées autour de commerce, d'infrastructures, du transport, où la question de l'habité, de l'espace public est reléguée au deuxième plan. Et donc, architecturalement parlant, on a une forme d'uniformisation du bâti, et pour aller plus loin, une uniformisation de nos modes de vie. Donc, après avoir posé un peu cet héritage, je suis passée très rapidement quand même, je veux dire, je ne peux pas couvrir tout en 1 heure, mais donc ça donne juste un peu une palette. Si je pose là un contexte beaucoup plus concret et voilà, contemporain de ce que le béton représente aujourd'hui, et donc voilà, en déroulant cette figure du monstre, aujourd'hui, pour faire du béton, donc là j'ai présenté les matériaux tout à l'heure, il y a un peu moi j'ai un peu nommé trois grosses problématiques et 3 gros géants qui impactent tant l'environnement que nos vies. C'est qu'en fait, pour pouvoir faire du béton, il faut extraire, il faut fabriquer cette matière-là, et ensuite il faut bétonner. Et alors, il faut comprendre que le béton, on en parle comme un matériau, c'est un matériau, mais il s'inscrit dans tout un cycle qui est vraiment une chaîne matérielle qui a un impact considérable et qui n'est pas, qui est certes local, parce qu'en fait, il faut extraire de la matière localement, il faut en fabriquer localement, sinon, en fait, si on déplace cette matière avec des trop grandes distances géographiques, ça coûte trop cher. Mais pour autant, en fait, la matière minérale et le ciment parcourent des distances qui sont assez conséquentes, et l'impact est énorme. Et donc dans ce cycle-là, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on a des sites qui vont extraire donc le sable et le granulat. Ensuite, on va fabriquer ce béton dans des cimenteries et des centrales. Ensuite, on va construire des projets d'infrastructure, d'urbanisme et de construction. Et donc dans la fin du cycle, ce qui se passe, c'est que on va non seulement démolir massivement, et ensuite on va enfouir tous ces gravats et ces déchets de démolition dans des carrières. Donc aujourd'hui, il faut imaginer que les trous qu'on creuse, ils servent ensuite à être rebouchés. Tout ce cycle-là, c'est important de le mesurer, parce qu'en fait, le béton, à la différence de la pierre ou d'autres matières naturelles, a été pensé un peu comme la seule et unique solution constructive qui allait pouvoir durer des siècles et des siècles. Mais la réalité, c'est que le béton, c'est un matériau qui ne dure pas. Et justement, avec le fait d'avoir mélangé de l'acier dedans, ça a permis des grandes prouesses architecturales et d'infrastructures, mais c'est aussi ce mélange-là qui fragilise très fortement le béton par la corrosion des aciers, notamment due à la réaction avec les émissions carbone. Et du coup,
si on fait une petite parenthèse avec la hausse des émissions de carbone à l'échelle mondiale, on a quand même un patrimoine immobilier et d'infrastructures qui est à entretenir considérablement. Et la réalité, c'est que c'est un matériau et ce sont des bâtiments qui n'ont pas été entretenus. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, pour revenir un petit peu aux différents impacts de ce monstre du béton, moi j'ai un peu quatre gros groupes que j'ai pu un peu regrouper sur son impact. Donc il y a les émissions carbone, j'en parlais avec le ciment. Le fait que ça soit une industrie extractiviste, où on a du coup des matières qui sont extraites du sol et qui sont des matières non renouvelables. Donc le sable, c'est quand même la deuxième ressource extraite après l'eau. Et en termes de chiffres, l'industrie du béton, c'est une industrie qui dépasse tous les chiffres de toutes les industries qui existent et tous les secteurs qui existent aujourd'hui industriels. C'est 9 fois plus d'extraction que le pétrole, par exemple. Donc l'industrie du granulat, c'est la première industrie au monde, quoi. C'est vraiment les quantités de matières qui sont extraites et la quantité de béton qui est fabriquée dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Donc ensuite, là, par rapport à la question de la bétonisation, il y a aussi un énorme impact qui va être sur l'artificialisation, qui représente plus de 50% de la perte de biodiversité devant la pollution et le réchauffement climatique. Puis ensuite, il y a une autre toxicité dont on parle peu, mais c'est ce que le béton et tous ces gros chantiers font au corps et aux travailleurs et aux travailleuses sur les chantiers, où c'est aussi une des industries où il y a le plus d'accidents du travail. Donc voilà, là c'était un peu les quatre grosses thématiques sur lesquelles il y a vraiment un impact considérable. Pour remonter un tout petit peu dans le temps, mais là je vais vous déplier donc ces trois chapitres qui sont l'extraction, la fabrication et la bétonisation, pour continuer de comprendre un peu ce que ce monstre implique et constitue. Donc l'extraction, faut imaginer que il y a un siècle, on prenait surtout de la matière dans les rivières. Donc le sable était vraiment, le sable des rivières a toujours été considéré comme un sable très noble qui est roulé dans les rivières et qui plus est déjà dans l'eau douce. Donc on a extrait massivement dans les rivières en France. Et au point que déjà dès les années 70, il y avait des alertes sur les conséquences de l'extraction dans les rivières, où la matière, donc le sable qui était produit, n'arrivait pas à se renouveler suffisamment. Donc on extrayait beaucoup plus de sable que ce que les rivières étaient capables de produire. Ça a creusé des sillons, donc ça s'appelle des sillons, c'est comme des gros trous dans certaines rivières qui étaient à plus de 12 mètres de profondeur, ce qui a baissé tout le niveau des rivières en France, et ça a causé donc des conséquences assez dramatiques, où ça a exposé les fondations de ponts qui étaient construits dans les rivières, et il y a eu l'effondrement du pont Wilson à Tours en 1978, qui a été un peu l'événement marquant. Et à cette époque-là, il y avait déjà des habitants, des pêcheurs, donc quand même plusieurs dynamiques de protestation qui aussi voyaient les conséquences de cette extraction massive. Et il a fallu attendre 1994 pour que l'extraction dans le lit mineur des rivières soit interdite. Donc voilà, il y a quand même eu presque 30 ans entre le moment où il y a eu des alertes et le moment où il y a eu une interdiction. Et ce qui s'est passé, c'est que donc l'extraction s'est déplacée dans le lit majeur des rivières. Donc le lit majeur, c'est juste à proximité des rivières, c'est là où la rivière va déborder de son lit. Et donc aujourd'hui, ce sont des sites qui sont toujours actifs,
Et il y en a une quantité astronomique le long de la Seine, enfin le long de tous les grands fleuves et toutes les rivières en France. Ce qui est dramatique, c'est que c'est des zones où les nappes phréatiques sont très très peu profondes. Et donc il y a un impact considérable sur l'eau et ce que ça fait aux nappes dans ces régions-là. Il y a aussi donc toutes les carrières dites de roches massives et les carrières terrestres qui sont aussi des endroits qui, quand on les voit peu en fait. C'est ça qui est assez fou. Et je l'ai pas vraiment dit, mais c'est ça qui est assez fou avec toute cette filière du béton, c'est que le béton il est partout, absolument partout, et en fait on voit très très peu ces sites-là et on mesure peu la place qu'il prend. Et donc ces carrières-là, en fait, dès qu'on regarde un peu leur superficie et à quoi ça ressemble depuis le ciel, et ben on mesure vraiment les ravages que ça fait. Il faut s'imaginer qu'au début du siècle, il y avait entre 30 et 40 000 carrières en France, et aujourd'hui, il y en a moins de 3 000. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à la fois un certain nombre de carrières, donc ce n'était pas que des carrières qui étaient destinées au béton, il y avait des carrières de pierre, de gypse, de plâtre. Il faut s'imaginer qu'elles ont en partie été fermées parce que le béton a commencé à prendre une grande place dans cette industrie-là. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que donc il y a une fermeture de carrières un peu partout qui s'est opérée pendant le siècle, mais que les carrières aujourd'hui, la superficie des carrières ne cesse de s'étendre. Donc on a des carrières qui peuvent doubler de volume et qui continuent de grignoter des terres un peu partout. Et puis il y a aussi, et dernièrement, donc les sites d'extraction en mer. Alors en France, ça ne représente que 2% de l'industrie extractiviste, donc c'est très peu par rapport à d'autres régions du monde qui dépendent quasiment que de ça. Et ça reste peu parce que ça coûte encore trop cher. Donc il faut savoir aussi que l'extraction en mer, donc en fait il faut laver ensuite le sable à l'eau douce. Parce que le sel corrode les aciers. Donc voilà, l'impact de l'extraction en mer, on est au tout début de mesurer cet impact-là. C'est l'industrie en mer, il n'y a pas encore de réglementation à l'échelle mondiale des quantités de sable qu'on extrait. Et comme je le disais, donc c'est la même problématique qu'avec les rivières, c'est qu'aujourd'hui on extrait plus que ce que les fonds marins et les fonds des rivières sont capables de produire. En fait, il faut des centaines, voire des milliers d'années pour que la sédimentation opère. Et donc ce qui se passe dans certaines régions du monde, c'est une érosion des littoraux, c'est une montée du niveau de la mer. Alors en France, il n'y a pas encore de lien vraiment avéré sur l'érosion des littoraux. Pour autant, il y a des associations locales qui vont dire que l'impact il est clairement là. Mais voilà, ça reste des sites qu'il y a sur tout le pourtour de l'Atlantique et dans la Manche. Voilà, et donc toute cette industrie-là, elle est aux mains d'une poignée de grands géants, que ce soit des grandes multinationales ou des grands groupes qui restent des groupes familiales, qui se passent de père en fils. Et ça, c'est un peu l'étiquette de la carte d'identité des carriers, c'est que c'est vraiment une industrie historique et familiale. Et alors ensuite, on passe à la question de la fabrication. Donc j'ai dit à quel point le ciment est l'élément problématique. Et pour donner un autre chiffre, donc sur les 50 sites les plus polluants en France, 20 sont des cimenteries. Donc il y a quand même, il faut imaginer que c'est une des industries les plus polluantes en France et au monde. Et ensuite, il y a la question des centrales à béton qui sont situées tous les 20 à 30 km. Donc aujourd'hui, il y a 25 cimenteries en France.
Et après, les centrales à béton, il y en a à peu près 2000. Et donc ça, c'est un des arguments qui est assez utilisé, c'est le béton, c'est frais et puis c'est local, et ce qui est en partie vrai. Donc ça, c'est vraiment une phrase que je cite du cimentier Lafarge, qui est c'est frais, c'est local, et c'est c'est en partie vrai. Là où c'est vrai, c'est qu'il y a une cimenterie, il y a une centrale à béton tous les 20 à 30 km. Pour autant, la matière qui est le ciment et ensuite le sable et le granulat parcourent des distances qui sont beaucoup plus grandes. Donc voilà, ça c'est toute la partie de la fabrication du béton. Et puis la question de l'artificialisation et de la bétonisation. Donc comme je le disais, c'est aujourd'hui une des premières causes de la perte de biodiversité. Et moi, je commence dans le livre que j'ai écrit en parlant d'une anecdote qui est que Cléopâtre coupait la tête de toutes les personnes qui tuaient des vers de terre. Donc, les vers de terre étaient l'animal sacré de Cléopâtre. Et il y a un chiffre qui est assez dramatique, c'est que les vers de terre ont diminué drastiquement depuis 50 ans. La quantité de vers de terre par mètre carré de sol a quasiment été divisée par 10. Et donc ça, c'est vraiment l'impact de la bétonisation, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le béton imperméabilise les sols. Donc il y a dans les villes des gros problèmes sur la question de l'écoulement de l'eau, sur aussi ce que ça a fait aux façades. Enfin, il y a toute une série de pathologies qui va découler de la bétonisation des surfaces de voirie et l'usage du béton dans les bâtiments. Mais l'impact sur le sol, on en parle très très peu. Et moi, je fais un petit clin d'œil aussi dans cet ouvrage. Je dis, mais en fait, quand on est architecte ou étudiant en architecture, on a souvent tendance à le sol, voilà, c'est une ligne noire ou hachurée, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est le berceau de toute notre alimentation qui regorge de milliers d'espèces qui nous permettent de nous alimenter et de vivre. Et en fait, en bétonnant ces sols-là, on coupe complètement la porosité entre l'air et le sol. Donc voilà, et puis il y a une petite image sur laquelle je reviendrai qui est là où il y a l'aéroport, qui était la surface de l'emprise du projet de l'aéroport de Notre-Dame-de-Landes qui ne s'est pas fait. Il y a aussi une petite image qui est donc celle de Saclay, tout le grand projet de la Silicon Valley à la française sur le plateau de Saclay qui artificialise des terres agricoles. Je vais y revenir. Et puis voilà, ça comprend aussi les projets routiers et autoroutiers. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des lois qui ont tenté de réduire l'artificialisation et qui malheureusement ont été complètement hachées. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de dérogations et d'exceptions qui sont faites à des très grands projets dits d'intérêt général pour pouvoir continuer à bétonner. Alors, si je reviens à cette figure du monstre et ce que je disais au début sur comment l'affronter, il y a cette notion du démantèlement et du démantèlement qu'on voit tant dans l'industrie, par exemple, du nucléaire ou d'autres industries, de comment on va démanteler une infrastructure pièce par pièce. Et puis, et donc, par rapport au béton, si on fait un parallèle, il y a la question de l'uniformité dont je parlais. Et une des pistes, c'est justement de valoriser et de prôner et d'oser toute forme de différence ou d'hybridation, comme moi je peux le dire, pour faire face à cette uniformité-là.
Et alors, donc pour résumer, moi j'ai eu un peu 4 grandes problématiques que j'ai pu poser de ce matériau-là et de cette industrie-là. La première, donc, c'est l'impact dont j'ai parlé, là que j'ai pas mal déplié. Deuxième, c'est la polarisation des professionnels, des habitants, de toutes les parties prenantes de l'acte de bâtir. Et ça, j'en ai pas trop parlé, mais c'est un constat que moi j'ai pu faire ces dernières années, c'est le manque de liens, d'information, de communication entre des personnes qui vont penser la conception, donc plutôt des architectes ou des ingénieurs, des maîtrises d'ouvrage, donc les décideurs, ensuite les habitants, ensuite les espèces qui vont peupler ces territoires-là, et puis toutes les personnes qui travaillent ensuite sur les chantiers. Et cette polarisation, donc ce manque de liens qui était, il y a encore un siècle, beaucoup plus fort, participe justement à l'essor et à l'étalement de ce matériau-là, à l'hégémonie de ce matériau-là, et avec des façons de procéder qui sont aussi totalement antidémocratiques. Mais donc les concertations, enfin en tout cas ça c'est pas nouveau, mais les concertations publiques qui sont posées sur des grands projets, souvent ne respectent pas le souhait des habitants. Les conditions de travail de travailleurs ne sont pas entendues. Et donc cette polarisation, elle est importante à noter parce que ça va être une des clés pour justement affronter ce monstre béton. L'invisibilisation de la filière, donc j'en parlais un peu, mais donc en fait une filière qui est problématique et qui a des conséquences aussi dramatiques, a tout intérêt à ne pas être très visible. Donc son invisibilisation, elle fait partie du problème, où que ça soit en tant qu'architecte, en tant qu'habitant, en fait on ne mesure pas suffisamment toute cette filière dont je parlais, le fil en fait qui relie ces infrastructures, le flux de cette matière-là et les différents sites qui peuvent être impactés. Et puis après l'uniformisation, donc ça j'en ai un peu parlé, mais ce que ça pose et ce que ça dit de nos modes de vie et de différentes manières d'habiter, de construire. Voilà, donc ça c'est un peu les quatre gros sujets qu'il faut affronter et puis déconstruire. Et alors la suite, c'est un petit peu un panel de différentes initiatives qui viennent de plusieurs territoires qui tentent de faire face à ce monstre-là et de plein de manières différentes. Et du coup, il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre, mais en tout cas, elles sont toutes très inspirantes. Donc, je vais en dérouler quelques-unes. Il y a donc cet aéroport dont je parlais, qui était un projet qui remonte, enfin là il y a écrit 2011 sur mon slide, mais en fait ça remonte bien avant 2011, mais un projet d'aéroport en Loire-Atlantique, et qui, grâce à presque 10 ans de lutte, qui par ailleurs a rassemblé presque 40 000 personnes pendant toutes ces années de lutte, a permis de s'opposer à ce projet-là. Et ce qui a découlé de cette grande ZAD à Notre-Dame-des-Landes, c'est aujourd'hui un territoire qui tente de réfléchir à comment travailler, habiter sur une zone qu'on a défendue et sur laquelle il y a eu des années de lutte contre cette bétonisation. Et donc comment on pense un territoire avec une cohabitation des espèces, de l'agriculture et aussi il y a une scierie, donc il y a plein de projets qui se passent sur ce territoire et qui englobent vraiment tous les aspects de ce qu'on peut nommer l'habité, quoi.
y compris la question du travail. Et c'est vraiment grâce à l'habiter, donc le fait que des personnes ont pendant des années habité et occupé un territoire, que cet aéroport n'a pas vu le jour. Il y a ensuite plusieurs, j'ai pas pu toutes les mettre, mais il y en a quelques-unes qui sont en Île-de-France. Et ce qui est important de noter, c'est que ce sont des mobilisations qui partent du bas, quoi. C'est vraiment des personnes, des habitants qui habitent un territoire et qui prennent connaissance d'un projet immobilier ou d'infrastructure qui va venir bétonner les terres à côté de chez eux. Et qui se mettent à militer. Et la plupart de ces personnes-là n'étaient pas du tout des fervents militants à la base, mais d'un coup prennent conscience de l'impact que ça peut avoir et de comment ça va défigurer des terres agricoles ou des lieux d'habitat, ou là par exemple à Aubervilliers, des jardins ouvriers qui font aussi par ailleurs partie de toute l'histoire du quartier. Et alors autant le plateau de Saclay c'est cuit, ça y est, voilà, ça c'est bien bétonné, mais ça a aussi permis des liens très intéressants avec des agriculteurs. Et pour la lutte des jardins d'Aubervilliers, des moments très très forts entre des habitants d'un quartier populaire, des habitants qui travaillaient la terre et les cultures, et qui se battent aussi sur cette question de l'alimentation et de comment des jardins ouvriers en ville sont indispensables plutôt qu'une piscine olympique et un centre de fitness. Donc voilà, ça c'est des petites références de lutte assez inspirantes. Et puis alors après, il y a eu depuis à peu près 6-7 ans des mobilisations qui ont ciblé beaucoup plus les infrastructures. Donc là, les mobilisations que j'ai pu nommer, c'était vraiment sur la question de la bétonisation de terre. Et ensuite, il n'y en avait pas vraiment qui pointaient du doigt le matériau. Et en 2018, 2020, un mouvement militant qui est Extinction Rebellion qui a mené des actions contre plusieurs sites industriels le long de la Seine, et c'était en lien notamment avec une association de riverains juste à côté qui luttait contre l'extension d'une centrale à béton. Et qui a sollicité ce collectif de désobéissance civile pour visibiliser cette petite centrale, mais qui allait quand même augmenter considérablement en volume. Et eux avaient noté des cas de pollution, d'asthme, etc. Et donc ça a été un peu la première fois que des médias se sont mis à parler vraiment de ce matériau-là, de ces sites-là, avec un message assez fort. Et à ce moment-là, alors là, j'ai pas de photos, mais ça a été aussi des journalistes pendant cette mobilisation-là avaient pu filmer de l'eau polluée qui était déversée dans la Seine. Et grâce à cette mobilisation, Lafarge a dû revoir sa copie et ne pas étendre sa centrale, mais a simplement rénové sa centrale. Et ensuite, il y a eu toute une réglementation qui a été posée sur le rejet des eaux usées des centrales le long de la Seine, en tout cas pour restreindre, je ne sais pas pour empêcher, mais en tout cas faire en sorte qu'ils ne soient pas en train de polluer la Seine en rejetant leurs eaux usées. Et donc là, ça a été un moment assez intéressant qui a vraiment visibilisé ces sites-là. Il y a eu par la suite, donc là on remonte à il y a 4 ans à peu près, mais le mouvement des soulèvements de la terre qui a aussi lancé des grandes campagnes contre les infrastructures du béton. Et ça a découlé sur des campagnes, une campagne en particulier où il y avait plus de 200 organisations qui se sont emparées de cette campagne et qui ont permis
des liens assez chouettes. Alors là, il y a une petite affiche sur Doulon résiste au béton. Donc ça, c'est un site près de Nantes, avec un quartier, un écoquartier qui va bétonner des terres. Donc ça a été un peu une excuse pour pouvoir parler de projets problématiques dans différents territoires. Et comme je le disais, ce qui a été assez chouette, c'est que ça a permis à des habitants de s'emparer de ce sujet du béton. Il y a ensuite toute une série de mobilisations qui sont assez historiques, voire bien plus que celles que j'ai pu nommer précédemment, qui sont des mobilisations contre l'extraction. Et les plus anciennes, c'est donc j'ai pas d'image, mais l'extraction de sable en mer, où dès les années 70, il y avait des habitants qui vraiment s'offusquaient qu'on aille puiser du sable. À l'époque, c'était encore autorisé sur les plages, mais et vraiment avec cette notion du sable qui est le patrimoine, qui est un patrimoine. Et donc ça a continué, cette grande image sur le peuple des dunes, ces 12 000 personnes en Bretagne qui il y a presque 10 ans, ont lutté contre une nouvelle exploitation en mer, très proche des côtes. Et donc ça, c'est des collectifs d'habitants. Et ce qui est fascinant, c'est que ce sont des personnes qui s'y connaissent très très bien en droit de l'environnement, qui connaissent extrêmement bien leur territoire. Et en tout cas pour nous, architectes, on devrait rentrer beaucoup plus en lien avec eux, parce qu'ils s'y connaissent aussi très très bien sur toute la filière, tous les acteurs, les différentes espèces qui peuvent se situer à proximité d'un site de carrière qui va s'étendre ou d'un projet de bétonisation. Moi, c'est grâce aux liens que j'ai pu développer avec ces associations que j'ai compris. Alors c'est vraiment pas, c'est ni l'architecture, ni, c'est vraiment par eux que j'ai compris ce que je décrivais sur cette boucle qui se boucle, que les carrières servent ensuite de sites d'enfouissement de déchets inertes. C'est par eux que j'ai compris que les déchets inertes n'étaient pas inertes au contact de l'eau. Et du coup que en fait des gravières, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, les sites qui sont dans le limageur des rivières, avec des nappes phréatiques qui sont très très peu profondes. Quand on enfouit des déchets inertes dedans, en fait, les déchets inertes, ils sont au contact de l'eau. Et il y a des cas de pollution avérés un peu partout, dans des sites qui ont servi à l'extraction, qui ensuite ont enfoui des déchets de béton. Et c'est vraiment grâce à eux que moi j'ai pris conscience que l'eau était un sujet très important, en fait, dans tout ce sujet du béton, que la question de l'eau, elle ponctuait toutes les étapes de cette filière. Et pour eux, en tout cas, ils font face à de grandes difficultés pour lutter contre ou l'extension ou l'ouverture de carrières. Et ils ont commencé à se dire, mais en s'emparant de la question de l'eau, on a peut-être plus de chances de gagner, parce que aujourd'hui, la question de la pollution de l'eau, c'est vraiment un enjeu assez majeur. Et alors, sur cette question des liens, il y a un projet, une lutte qui est assez emblématique, c'est la question de la 69 dont vous avez sûrement entendu parler. Mais ce projet d'autoroute qui est en train de se faire, où il y a presque 90% de la population locale qui est contre. Il y a la justice qui se prononce contre, et puis ensuite il y a une loi qui passe pour permettre quand même la construction de cette autoroute. Et donc ça a été très visibilisé par les mobilisations qui ont eu lieu contre le projet d'autoroute. Et ce qui s'est passé il y a à peu près 2 ans, c'est que en parallèle, il y avait des habitants qui luttaient contre l'extension de gravières en Ariège, qui vont passer de 200 à 1000 hectares, et qui ont un impact assez catastrophique sur notamment les saumons sauvages, en fait toute la biodiversité de l'Ariège. Et eux, en faisant un travail d'enquête, ont compris qu'en fait la matière qui était extraite était destinée
pour l'autoroute, et ensuite un certain nombre de projets de la métropole toulousaine, et qu'ensuite, notamment la démolition du Mirail à Toulouse, mais des projets de démolition, les gravats de démolition allaient ensuite servir pour l'enfouissement de ces gravières. Et donc il y a vraiment un lien qui a été fait par toutes ces mobilisations-là pour comprendre cette filière dont je parle, et pouvoir vraiment enquêter d'où part la matière, à qui elle sert, qui sont les acteurs, et ça leur a permis eux aussi de se souder et de renforcer tout le narratif autour de ces luttes-là. Et alors, il y a en parallèle de tout ça, il y a quand même de plus en plus de ces collectifs d'habitants qui se saisissent de la notion de contre-projet et d'enquête. En tout cas, la question de l'enquête dans le monde de la lutte, il est là depuis très très longtemps. Mais la notion de contre-projet, en tout cas, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, contre-projet ou juste simplement de non-projet, parce qu'en fait, il ne s'agit pas non plus de résoudre un projet par du technosolutionnisme et essayer d'ajouter encore plus de complexité à un projet, mais en tout cas de comprendre en quoi un projet, en tout cas ce qui pose problème, de pouvoir impliquer concrètement les habitants d'un territoire, et puis de pouvoir faire avec l'existant. Parce qu'en fait, ce qui est assez incroyable avec ces contre-projets, c'est qu'ils partent vraiment de l'existant et de tous les acteurs impliqués. Alors là, je n'ai pas d'image là, mais je pense à un contre-projet en particulier contre un entrepôt logistique au nord de Paris, où dans les acteurs, il y a aussi les syndicats qui sont impliqués pour réfléchir, que ce soit à leurs conditions de travail, à leur lieu de travail aussi. Et donc ce sont vraiment des espaces extrêmement intéressants pour tant proposer quelque chose, mais du coup en fait on démonte un projet qui est imposé pour proposer autre chose. Et alors donc là j'expliquais comment le béton c'est un matériau qui est vraiment obsolète, mais la grosse problématique, au-delà du fait qu'il soit obsolète, c'est qu'on n'a pas du tout entretenu le bâti en béton qui a été construit dans les années 50, des années 50 à 70. C'est tout un patrimoine qui n'a absolument pas été entretenu. Et alors c'est quand même assez paradoxal, parce que dans l'histoire du bâti ancien, on entretenait les bâtiments. Enfin, je veux dire, c'était pensé dans l'acte même de bâtir. On savait qu'on allait entretenir les enduits, qu'on allait refaire un chaulage. Enfin, ça faisait partie de l'acte de construire et de bâtir. Et avec le béton, on a absolument mis de côté toute cette question de l'entretien, de la maintenance, et donc on se retrouve avec un parc immobilier qui est très très fortement dégradé, et la seule solution qui est posée, c'est la démolition. Donc il y a aujourd'hui un grand nombre d'associations, et un peu partout dans toutes les grandes villes en France, qui luttent contre la démolition de leurs logements. Et c'est assez fou en fait de voir la quantité d'associations et de collectifs d'habitants et qui, alors pour certains, aux côtés d'architectes, en tout cas s'opposent à la démolition, tentent de s'opposer et tentent de poser la question de la réhabilitation comme la solution. Et donc j'ai aussi mis ce petit exemple de la tour INSEE, et ça c'est assez dramatique, mais c'est une tour qui était à Malakoff et qui avait presque tout pour rester debout. Et il y avait tous les habitants, une partie des habitants de la ville de Malakoff, la mairie, l'ordre des architectes aussi, qui s'était prononcé contre la démolition. Et cette tour est aujourd'hui détruite. Il y avait même des études qui avaient prouvé qu'en fait la réhabilitation de la tour
avait beaucoup moins d'impact, que ce soit économique ou environnemental. Et pour autant, elle a été démolie. Et voilà, aujourd'hui, le futur projet. Et donc ça questionne quand même très fortement la responsabilité des architectes, ou en tout cas quand on est architecte, à quoi on répond, à quelle commande on répond, à quel concours on répond, et de comprendre vraiment l'impact que ça a sur les vies, parce qu'en fait quand on parle à ces collectifs d'habitants ou à des habitants de Malakoff, quand bien même c'était une tour de bureau, donc il n'y avait pas de logement, ces bâtiments-là, ils font partie du quotidien, ils font partie d'un patrimoine, c'est des repères, et vraiment c'est assez émouvant de leur parler et de voir à quel point eux vont dire c'est ma vie qui est détruite. Quand on a habité 40 ans dans un immeuble et qu'on doit être relogé ailleurs, on n'a plus les mêmes voisins, les enfants ne jouent plus dans le parc juste en bas de chez soi. Enfin, c'est l'impact qu'il y a social est assez dramatique, et on n'en parle pas encore assez. Et puis d'autres façons de faire qui sont des mobilisations qui vont parler de la question d'autonomie et défendre. Alors là, c'est le quartier libre des Lantières à Dijon, qui est aussi une super référence de lutte, qui est partie d'une friche. Une friche qui était laissée à l'abandon et qui était vouée à un projet d'écoquartier. Alors voilà, grosse vigilance sur les écoquartiers, parce qu'il y en a quand même un paquet qui bétonnent des terres ou agricoles ou des jardins ouvriers. Mais du coup, voilà, donc il y a des personnes, des Dijonnaises et Dijonnais qui se mettent à occuper cette friche, et pas juste l'occuper, en fait, vraiment cultiver des fruits et des légumes. Faire des distributions dans le quartier, et donc travailler la terre et le maraîchage, travailler aussi l'accueil. Donc il y a tout un projet d'accueil de personnes sans papier. Il y a vraiment une vie qui commence à s'opérer sur ce quartier des Lantières, avec la notion de commun, donc comme je disais, d'autonomie. Et la question de l'alimentation qui revient, qui est un sujet qui revient assez fréquemment dans ces luttes-là, voilà, qui est quand même un super endroit qu'on peut aller voir, et qui est porté par tant des habitants que par des personnes qui ont aussi déserté le monde de la construction. On retrouve beaucoup de charpentiers, d'artisans, d'architectes qui décident de s'investir dans ces endroits-là, où c'est des endroits qui mélangent des questions artisanales, constructives, je le disais, de l'alimentation, et la notion des communs, et avec des formes d'habiter et de construire qui sont assez hybrides et polyvalentes. Et alors, c'est une petite parenthèse, mais après, même si voilà, moi je suis diplômée de 2011, mais j'ai repris la formation il y a 1 an et demi, où j'ai décidé de faire une formation pendant 1 an en maçonnerie du patrimoine, et donc j'étais qu'avec des maçons, et en fait j'ai eu besoin, voilà, après toutes ces recherches sur ce matériau du béton et son impact, j'ai eu besoin de comprendre un peu plus le bâti ancien, la notion de pathologie, et comment on travaille avec l'existant. En fait, j'avais vraiment un besoin de retourner à la matière et d'avoir parlé de cette matière et de l'avoir étudiée pendant longtemps. Là, j'avais besoin de retourner à des matériaux bruts, non transformés, ou très très peu, et de pouvoir comprendre en fait aussi vraiment la faisabilité de ces modes constructifs-là qui sont dits du bâti ancien, mais en fait comment aujourd'hui faire avec ça, comment réparer,
Et j'avais aussi besoin de côtoyer des personnes qui étaient dans le faire et qui vraiment travaillent sur des chantiers. Et ça a été un endroit extrêmement inspirant. Et je ne peux que conseiller de se former aussi en dehors des écoles voilà, sur des chantiers avec des maçons, des charpentiers et toutes ces personnes qui au final connaissent bien mieux les matières que nous, architectes. Et puis après, et bon, voilà, je vais pas faire dérouler non plus toutes les filières biosourcées, mais il y a quand même cette notion de la ressource locale que pose le béton. C'est que ce que je racontais sur la question du béton local, au final, la réalité, c'est que avant, en fait, on puisait vraiment la ressource localement et on a eu une diversité de modes constructifs qui ont fait tout le patrimoine bâti en France, où voilà, on construisait en granit en Bretagne, le bois, c'est dans des régions où il y a des forêts et on peut construire en bois, le pisé à côté ou à Lyon, et donc on a vraiment une hétérogénéité des modes constructifs, et puis ensuite de l'apparence, quoi, à quoi ces bâtiments ressemblent. Et donc dans cette différence dont je parle, il y a vraiment cette question de la matérialité que le béton a complètement effacée. Et donc quand on parle des matières, des filières biosourcées, et donc le lien que je faisais avec la question du bâti ancien aussi avant, c'est vraiment d'avoir ça en tête. C'est que il ne s'agit pas de se mettre à construire des maisons en bois et terre-paille absolument partout. En fait, il y a quand même vraiment la question de la ressource locale, c'est quoi, et d'assumer le fait que ce soit différent en fonction des régions où on construit. C'est voilà, la notion de différence, mais en tout cas, elle vient vraiment de cette matérialité-là. Et alors, je ne pouvais pas ne pas mentionner la question du réemploi, donc qui est quand même aussi une autre façon de faire, qui aujourd'hui est encore trop peu utilisée ou on va dire qui sert de maquillage à certains projets, mais de vraiment réfléchir comment on peut travailler cette question de démonter, donc la démolition aujourd'hui, on n'a pas assez d'initiatives et de façon de penser la question de la démolition et de la dépose des éléments d'architecture sur des projets. Et la question du réemploi de béton, c'est aussi un très gros sujet. C'est qu'aujourd'hui, le béton, il peut à peine être recyclé. Et il y a vraiment un gros sujet sur comment est-ce qu'on pourrait réutiliser des parties entières de dalles, d'éléments porteurs dans des projets. Et du coup, en tant qu'architecte, de complètement renverser aussi notre façon de penser un projet d'architecture, un peu comme un puzzle, où en fait plutôt on aurait des éléments constructifs, des éléments de réemploi structurel qui pourraient ensuite servir voilà, pour composer des bâtiments. Mais voilà, ça c'est aussi un gros sujet sur comment on arrive à passer à l'échelle supérieure et à ce que ça soit une thématique qui soit vraiment au centre des projets d'architecture. Et du coup, j'ai terminé par le sommaire de cet ouvrage sur lequel j'ai travaillé, qui résume un tout petit peu donc ce que j'ai déplié ce soir, mais sur la question de cette filière, en
voilà, en m'attardant sur tous les sites dont j'ai pu parler, puis ensuite parler de cette norme, donc de cette uniformisation et de comment ce monstre il s'est vraiment étalé et du rôle de la France notamment dans cette normalisation de ce matériau-là. Et pour terminer sur plein de façons différentes d'habiter et de construire. Et puis, je terminerai alors sur toute une série de réflexions et de pistes avec au centre un petit peu toutes les différentes choses. Quand je parlais de la polarisation des parties prenantes, donc voilà, au centre, j'ai tenté de poser un peu toutes les différentes choses qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment mises en lien. Et qui justement, le moment où il va y avoir beaucoup plus d'alliances entre un architecte avec un écologue, avec un maçon, le moment où ces liens ils vont vraiment se faire, on va pouvoir réellement penser une collaboration, une cohabitation sur des projets et pouvoir ensuite réfléchir très concrètement après à des solutions qui sont beaucoup plus drastiques, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas simplement interdire la construction neuve en béton pendant un certain nombre d'années et à mettre la question de la réparation et de la maintenance au cœur des projets qu'on fait, mais le plus important étant de s'allier avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Et je terminerai là-dessus. Merci beaucoup pour cette conférence. Dans cette conférence, enfin, même dans vos travaux, vous êtes militante donc contre l'industrie du béton. Je ne vais pas tenter de créer un argument, on va dire, pour. Mais est-ce que dans les différents endroits où vous avez du coup fait un peu ce réquisitoire contre le béton, vous avez eu un argument qui a quand même fait à peut-être que le béton a été utile dans certains cas, que ce soit pour la création de logements rapides et peu chers pour une population, on va dire, plus précaire, ou la création de nouvelles formes architecturales, ou même la salubrité des villes. Voilà. Est-ce que, quand même, dans tout ce travail qui, je pense, enfin, je suis totalement d'accord avec vous sur tous les points. Dans tous les cas, le monde est capitaliste et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Mais est-ce qu'il y a eu un moment donné dans vos recherches ou dans l'écriture de votre livre où vous vous êtes dit ah bah peut-être que sur certains points quand même le béton a quand même été pas un monstre mais on va dire plutôt une créature de paix ou enfin pas forcément dans l'optique de l'horreur, on va dire. Alors oui. Ce qui revient souvent, c'est la question du logement. Alors, la question architecturale et esthétique, moi, je l'ai mise complètement de côté parce que je considère que c'est extrêmement subjectif. Enfin, en fait, voilà. Donc ça, c'est une question que moi, j'aborde pas, ou en tout cas, les seuls moments où moi, je vais mentionner la critique de ce que je peux, enfin, de la question de l'architecture moderne et par exemple de Corbusier, où c'est beaucoup plus les principes même de ce qui était posé et comme façon lui de ses machines à habiter, quoi. Mais enfin, je veux dire de considérer les hommes et les femmes en particulier. Mais donc j'ai mis moi de côté la question esthétique qui, à mon sens, n'est pas intéressante. Ou en tout cas, c'est pas que c'est un faux débat, mais c'est extrêmement aussi. Enfin, je veux dire, il y a des effets de mode dans la question esthétique et des styles architecturaux. Par contre, ce qui revient beaucoup, c'est la question du logement. Et que c'est vrai qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, heureusement qu'il y a eu du béton, quoi. Enfin, en fait, il a fallu reconstruire des villes. Donc c'est sûr que c'est un matériau qui a quand même permis ça et qui permet encore aujourd'hui ça, voilà, dans certaines situations. Là, aujourd'hui, ce qui est plus difficile, donc la question du loger pas cher,
elle fait aussi partie du problème, quoi. C'est qu'en fait, quand on étudie un peu, et moi j'en parle dans le livre, mais quand on étudie la politique du logement, c'est qu'en fait, elle passe par cette question de la matérialité, mais en fait, elle fait abstraction de plein d'autres choses. Donc la question des quartiers, de tout l'étalement pavillonnaire, par exemple, ça a été un impensé des modes de transport et des distances parcourues pour ces populations-là. Il y a plein d'ouvrages aussi qui parlent des problématiques de l'étalement urbain et justement qui critiquent le modèle pavillonnaire. Mais ce qui est dramatique avec ça, c'est comment ça nous a aliénés à ce matériau-là. Et tout comme il y a des moments, je fais des parallèles avec l'alimentation, et tout le complexe agro-industriel, mais comment en fait on se retrouve aujourd'hui quand on n'est ni architecte ni artisan et qu'on n'a pas le privilège de, par exemple, pouvoir autoconstruire sa maison en bois et en paille. En fait, on n'a pas le choix. Le moins cher, c'est une maison en parpaing. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc moi, en tout cas, aujourd'hui, ce que je peux dire, et après aussi pas mal de témoignages, c'est qu'il y a vraiment la question politique du logement. C'est un impensé total depuis plusieurs années. Et en tout cas, la seule solution qui est apportée à la question du logement, c'est la construction neuve. Sans mettre en parallèle le pourcentage de logements vacants, la non-restriction sur la multipropriété de résidences secondaires ou Airbnb. Et donc en fait, je ne vais pas forcément avoir un argumentaire qui va être purement sur le matériau, mais plutôt poser d'autres choses qui ne sont pas du tout évoquées et qui font qu'effectivement, le moins cher aujourd'hui, c'est de construire en parpaing. Mais est-ce que c'est le moins cher parce que il y a la taille de l'industrie fait que, et c'est tellement répandu à une si grande échelle qu'au final, en fait, c'est parce qu'elle couvre tout le marché de l'industrie de la construction, le béton, que c'est le moins cher. Et c'est que les lobbies font que c'est pas cher, ou c'est parce que c'est vraiment pas cher de base de construire en béton. Enfin, je sais pas. En fait, c'est 1 mètre cube de béton, c'est moins cher qu'un mètre cube de bière, pour donner un ordre d'idée. Et en fait, c'est un scandale que ça soit si peu cher. C'est que son coût environnemental, son coût écologique, ça devrait être un matériau de luxe, quoi. Et donc moi, je suis pas non plus en train de dire qu'il faut plus utiliser du béton. Mais par contre, je veux dire, il y a une époque où on utilisait le béton que pour certaines portions de bâtiments, d'éléments structurels et d'ouvrages. Mais la problématique aujourd'hui, c'est la quantité de béton qui est coulée. Et en tout cas, si je ramène la problématique à la France, parce qu'il y a d'autres régions du monde où les problématiques sont différentes, mais c'est qu'on est un pays où on a un patrimoine bâti qui est vacant. On continue de construire des bureaux alors qu'on n'a plus besoin de bureaux. Enfin, en fait, il y a toute l'absurdité du système derrière. Mais ouais. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre conférence. À travers cette conférence, vous évoquez l'histoire du béton et aussi de l'histoire de méthodes de construction. Et à travers la lecture de ces méthodes et par la conclusion, vous amenez la question de la temporalité passée et future de ces différentes matérialités. Aussi, pour faire une question en lien avec le thème de la White Week, le monstre béton fait-il figure de palimpseste du territoire ou est-il au contraire devenu aujourd'hui l'archétype de celui-ci ? Le monstre béton qu'on a étudié ce soir, fait-il figure aujourd'hui de palimpseste du territoire, c'est-à-dire a-t-il aujourd'hui envahi complètement le territoire en réécrivant une certaine forme architecturale, une forme de langage, une forme de matérialité, ou est-ce qu'il est au contraire devenu l'archétype de celui-ci? Est-ce qu'on a perdu ces méthodes traditionnelles ou pas? Alors, je vais tenter de répondre à la question. En fait, ce qui est dramatique avec le béton, c'est que, quand je parlais de son obsolescence programmée et de sa courte durée de vie, c'est que
il devient ruine très rapidement. Donc en fait, quand on regarde, quand on parle de la notion de patrimoine, mais c'est vraiment ce qui fait l'histoire, quoi. Et comment nous on étudie rien que l'architecture, en fait on étudie des choses qui restent, quoi. Et donc au-delà de la question architecturale, le béton il fait vraiment partie de ce monde qui va de un extrêmement vite, de deux qui en soi ne laisse aucune trace, mais en fait laisse des traces qui sont irréversibles, et qu'on peut changer comme ça très très vite. Donc il y a quelque chose ce qui est construit n'est pas construit dans une perspective de ça va durer des siècles. Moi, quand j'ai pu parler à des maçons, des maîtres maçons qui ont certes aujourd'hui un certain âge, mais quand on lit aussi des archives du bâti ancien, de tailleurs de pierre, il y avait vraiment cette logique de construire pour des siècles, enfin pour les générations futures, et que ça reste. On ne construisait pas en se disant ah bah de toute façon dans 30 ans on pourra reconstruire un truc par derrière, et donc il y avait quand même cette notion là qui était hyper importante, quoi. C'était on construisait pour que ça reste, et en fait ce qu'on voit aujourd'hui c'est ce qui fait quand je dis l'histoire, en tout cas ce qui fait une culture, et nos repères multiples, quoi. Mais c'est des choses auxquelles on va pouvoir s'accrocher, qui vont être aussi singulières. Et la problématique du béton, c'est qu'il y a une perte totale de singularité d'un espace à un autre. Bonsoir, merci pour votre intervention. En fait, ma question c'est au niveau de la considération du béton comme monstre. Au niveau de votre argumentaire, je remarque que, par exemple, au niveau national, en France, ici, par exemple, on a assez de construction en béton et du coup, on peut dire, ouais, c'est bon, on arrête de construire en béton et on conserve ce qu'on a déjà. Maintenant, quand on essaie de regarder ailleurs, dans d'autres régions du monde, où, par exemple, on a une croissance démographique accélérée et on a besoin de logements pour loger les gens. Du coup, comme on fait dans ces régions-là, on se dit, bon, c'est un monstre, on est d'accord, mais on l'accepte vu ses qualités intrinsèques, ou on se dirige vers autre chose. Si on peut se diriger vers autre chose, comme quoi, par exemple, ayant peut-être les mêmes qualités qu'on peut comparer avec le béton. Alors ça, c'est une moi, je ne me suis pas embarquée dans la comparaison avec d'autres pays, parce que, en fait, moi, je me suis dit que là, je rentrais dans des considérations qui me dépassaient totalement et sur des sujets que je ne maîtrisais pas forcément. Ce que je sais, et pour avoir parlé, pour le coup, à des experts et des ingénieurs, notamment spécialisée, une chercheuse en particulier spécialisée sur le ciment en Afrique, c'est que c'est un matériau, et puis pareil pour des personnes qui travaillent plutôt en Asie du Sud-Est, c'est que c'est un matériau qui n'est pas du tout adapté au réchauffement climatique, qui dans certaines régions du monde va nécessiter, on dit d'ailleurs que les climatiseurs sont arrivés avec le béton. En fait c'est pas du tout un matériau qui s'adapte, et voire qui aggrave les problèmes. Donc moi et que il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait une conférence avec une personne qui vient du Mali, qui me disait que eux ils sont en train, donc un architecte qui me disait qu'ils sont en train d'essayer de retourner vers des savoir-faire locaux pour construire des logements, parce qu'aujourd'hui ils font face aux mêmes problématiques que je disais. Donc en fait des sites, et alors là au niveau des normes environnementales et de pollution qui sont bien pires qu'en France, ou en tout cas qui sont moins respectées. Pour autant ça peut être aussi des entreprises françaises, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas qu'il y a certains pays qui sont aujourd'hui aux mains de grands du béton, et où c'est le mode constructif qui est posé partout, mais qui ont compris, peut-être bien plus vite que nous d'ailleurs, parce qu'en fait la bétonisation elle s'est opérée bien plus tard qu'en Europe, qui ont compris qu'en fait c'était un matériau qui était très problématique.
Donc moi, j'ai pas la solution pour pouvoir loger. Mais en tout cas, en France, ce que je peux dire en France, c'est qu'il n'y a par exemple pas de lien avéré entre la construction de logements neufs et la croissance démographique. Ou en tout cas, en France, on a plutôt une croissance démographique qui stagne, mais qui est pas du tout, qui n'a pas une courbe comme ça. Et on construit plus de logements qu'il y a de ménages en France, par exemple. C'est le pays qui construit le plus de logements en Europe. Merci beaucoup pour la conférence, c'était hyper intéressant. Plusieurs fois, vous avez cité, j'ai vu notamment à la fin le terme patriarcat bétonné dans le sommaire. Et pareil, à un moment, vous avez parlé de la lutte des classes, et là, à la fin de Airbnb. Je trouve ça très intéressant, et je sais que vous êtes militante aussi, donc voilà, je me pose la question. J'ai trouvé que dans les propos et tout, il y avait peut-être pas suffisamment l'évocation de ce pourquoi luttent aussi les militantes et militants, c'est-à-dire en fait, tout à l'heure Victor l'a évoqué, contre le capitalisme et plus généralement contre un système dans lequel s'inscrit le béton. En fait, c'est de construire plus vite, construire moins cher, mais au final, c'est pour ça que je parlais de patriarcat, parce que vous avez parlé des entreprises familiales, donc c'est de père en fils en fait, mais c'est eux qui s'enrichissent, et in fine les habitants qui sont dans des tours de logement, même si on leur a construit des logements après la Seconde Guerre mondiale, c'est a priori pas forcément les premières personnes qui en profitent. Et donc je m'interrogeais un peu j'ai pas lu le livre, et je voulais savoir, est-ce que ces questions-là étaient plus approfondies sur, en fait, en tant que futur potentiellement architecte ici dans la salle, en tant que futur aménageur du territoire ou autre, jusqu'où il faut qu'on s'interroge sur la question de notre métier et de sa relation avec le capitalisme, avec la croissance, avec la décroissance, parce que là je vois aussi là, sur l'écran interdire la construction neuve en béton, mais est-ce qu'on n'interdirait pas la construction neuve tout court au profit d'autres solutions? Du coup, on parlait de Airbnb, et pareil sur toutes les techniques de réhabilitation de matériaux biosourcés, géosourcés, ça reste finalement un peu du technosolutionnisme face à quelque chose où finalement aujourd'hui on a énormément d'entreprises qui se développent dans ces secteurs-là, mais qui restent également des entreprises et donc qui génèrent du profit sur ces questions. Est-ce qu'on ne décale pas le problème en fait finalement par rapport à tout ça? Alors c'est vrai que j'en ai peu parlé, voire quasiment pas. Je crois que j'ai même pas utilisé le mot capitaliste. Mais en fait la réalité c'est que là les luttes que j'ai présentées à la fin, ça commence à changer, mais la plupart au début, une lutte qui va lutter contre une extension de carrière, elle n'a pas forcément en tête tout le système qui est derrière. De même, le moment où il y a la ZAD à Saclay qui se monte, et il y a peut-être une centaine de personnes qui va monter une ZAD pour empêcher la construction de milliers de mètres carrés de bureaux, il n'y a pas forcément en tête tout justement ce monstre du système qui est derrière. Et moi, en tout cas, le livre, ça a été vraiment pour moi une façon de mettre en lien tous ces sujets-là. Et quand je parle de la polarisation et de la fragmentation de toutes les parties prenantes et des différents sujets, c'est vraiment un constat que j'ai fait. C'est qu'en fait, il y a peu de liens, y compris dans les luttes écologistes, mais entre la question de la bétonisation de terre ou de l'extraction, et puis la question de l'habiter. En fait, la question du logement et de l'habiter, elle est hyper absente des considérations et des luttes écologistes. Donc il y a plein de sujets où moi, en tout cas, où j'en avais entendu parler, où j'étais impliquée, où j'avais étudié, où j'avais travaillé, et notamment la question du patriarcat qui rythme un peu aussi tout ça, mais de la façon dont je parle du béton et je parle de ce matériau qui a été fabriqué par des hommes dans un monde d'hommes et en bâtissant des espaces, en tout cas là au XXIe siècle, des espaces qui sont pensés pour les hommes, par les hommes, pour les hommes. Et donc tous ces liens-là, j'ai réussi à les lier à travers en tout cas ce livre-là. Pour moi, ça a été une façon de pouvoir lier tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, en tout cas, il commence à y avoir des liens qui sont faits, notamment sur les acteurs. Et donc moi, je les appelle les bétonneurs. Mais cette question du capitalisme, elle vient
quand on commence à enquêter sur ce sujet-là, et donc là les luttes qui commencent à enquêter sur ces sujets-là, ils se rendent compte qu'en fait un projet, les acteurs qui sont autour d'un, là je parle de grands projets, mais mine de rien les acteurs en fait ils sont très peu nombreux. Donc les multinationales du BTP en France qui ont une mainmise sur toute cette industrie-là, elles sont très peu nombreuses. Pareil pour les carrières. Donc en fait on se rend compte qu'il y a très peu d'acteurs, et ça c'est vraiment le symbole du capitalisme, c'est qu'en fait c'est une entreprise qui est aux mains de très peu, mais qui ont un monopole sur toute cette industrie. Ok, non mais ça répond complètement. Du coup, en fait, votre livre, c'est un peu une amorce de convergence des luttes contre le béton. Ok, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup pour ta conférence. J'avais juste une question pour rebondir sur la remarque d'Henri, sur le texte de Bruno Latour qu'il évoquait, et je pense qu'on donnera d'ailleurs à lire, ou en tout cas qu'on vous transmettra pour la White Week, qui est un texte dans lequel il raconte que pour lui, le péché de Victor Frankenstein, donc du père de Frankenstein, c'est pas tant d'avoir créé un monstre, c'est de l'avoir abandonné. Et donc j'ai l'impression, quand on t'écoute, que tu nous racontes une situation, tu nous racontes comment, alors je sais pas si c'est le bon mot, mais je crois que c'est un mot que tu utilises, mais j'en suis plus sûre, ou enfin voilà, qui est le mot d'emblème, quoi, quelque part. C'est un matériau emblématique d'une société, d'une idéologie, du capitalocène et autres. Et donc il y a cette question que tu identifies. Et puis après, dans les pistes, il y a quand même cette question de est-ce qu'on est dans la même démarche et dans la même approche que quelque part Gilets modernes, pour simplifier un peu, et donc en faisant table rase pour faire des écoquartiers magnifiques, ou est-ce que quelque part on fait avec ce monstre et qu'est-ce qu'on déploie pour cohabiter avec ces monstres, pour les réparer, voire même pour apprendre à les aimer. Et il y a un exemple que tu as montré rapidement, mais que je trouve particulièrement intéressant, mais enfin pas si rapidement, tu l'as un peu évoqué, c'est la tour INSEE, où quelque part cette tour INSEE, elle devient un lieu comment dire, où se pose une réflexion de multiples acteurs et actrices, que ce soit de l'habitant à la mer, en passant par des architectes, sur comment est-ce qu'on fait avec ces monstres pour ne plus reproduire une démarche monstrueuse qui est d'aplanir, d'être dans une forme d'abstraction du vivant, parce que quelque part c'est ce que raconte toute l'histoire du béton que tu nous as exposé. Donc je voulais savoir si tu as quelques clés, si jamais dans la salle certains réfléchissent à cette question de comment on fait, une fois qu'on a identifié les monstres, qu'on a compris dans quels enjeux géopolitiques et tout ça ils s'inscrivent, et ben comment on fait pour être en prise avec lui. Enfin, je sais pas, ma question n'est pas très claire, mais enfin, si jamais tu as quelques éléments, ça. Par exemple, la tour INSEE, moi je regrette qu'il n'y ait pas eu des gens qui squattent la tour. Par rapport à ce que Henri disait aussi, où à mon sens sur ce sujet-là il manquait presque 7 éléments de tous ces acteurs que je nomme. C'était vraiment des militants qui allaient pouvoir occuper la tour, et donc moi je parle pas mal de compositions ou d'alliances qui aujourd'hui sont pas encore ou faites ou sont trop discrètes, quoi, où on n'ose pas assez. Et donc la question de la tour INSEE, et je sais dans d'autres luttes contre la démolition de bâtiments, il y a un peu cette crainte de vouloir s'allier avec des personnes qui vont occuper des bâtiments. Et ça, je l'ai déjà entendu, notamment dans des bâtiments des quartiers, ou de passer le pas, de se dire on va potentiellement solliciter des réseaux de squats pour pouvoir occuper ces bâtiments-là, c'est franchir aussi le pas d'un autre rapport de force. Et du coup, mais moi, je trouve que ça serait vraiment intéressant, et c'est là où il y aurait plusieurs sujets qui commenceraient à se mêler, et de pouvoir instaurer un rapport de force avec cette composition-là, et en même temps des collectifs d'habitants, et puis ensuite les questions écologiques et patrimoniales. Mais pour tenter de répondre à ta question, j'ai l'impression d'avoir essayé de... en tout cas, on peut faire avec le béton qui est là, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, ce qui est là, c'est là. La question, elle est plus sur ce qui est pas encore coulé et qui va être coulé, quoi.
Et c'est là où moi je pose la question de la responsabilité de l'architecte et de en fait à quel moment on décide de fermer de tourner le dos à ça. Donc moi j'ai une posture qui est peut-être considérée comme un peu radicale, mais à partir du moment où on est face à un projet qui pose un certain nombre de problématiques environnementales, sociales, en fait jusqu'où nous on va pour continuer à faire ce métier-là. Et donc j'ai l'impression qu'il y a énormément à déconstruire en tant qu'architecte, si ce n'est que sur la question de la maintenance. En fait, on pense ce métier comme l'acte de construire, et du coup de construire de quasiment rien pour faire quelque chose qui sort de terre. Et si en fait on repensait ce métier-là comme un métier qui entretient, et du coup sur la question du béton, et où vraiment la matérialité et de comprendre les pathologies du bâtiment, les pathologies du béton, comment on répare, comment on peut intervenir, et qu'en fait la formation soit beaucoup plus technique et pratique que celle de la conception qui en fait est assez problématique. Donc moi j'ai l'impression que il y a vraiment un enjeu de faire avec ce qui est là et de remettre très fortement en question ce qui va advenir. Et après, moi mais je suis absolument pas toute seule, mais on est un paquet à rêver que des carrières de pierre réouvrent et que en fait il y ait des filières qui se relancent et voilà, et des savoir-faire qui se retrouvent, quoi. Parce que quand on parle à des personnes qui travaillent sur le bâti ancien, et là je pense à des entreprises plutôt, il y a énormément de travail. Et donc en fait il y a du travail, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de métier à réinventer, quoi. Il y a tout qui est là. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être qu'on continue de manière informelle autour d'un verre dans la cour. Merci beaucoup pour votre attention et un grand merci Léa d'avoir été avec nous.